Ça marche le micro? Non? Oui. Bien. Donc cette table porte sur la mixité sociale. Alors la mixité sociale, qui est un enjeu donc tout à fait central des politiques de l'habitat, donc depuis maintenant on peut dire 2 décennies. Alors bien sûr l'idée de mélanger les populations dans des ensembles d'habitation est plus ancienne. Et on peut dire qu'elle imprégnait déjà les premières politiques de peuplement des HLM. Mais l'expression mixité sociale en tant que telle, donc, elle n'est apparue en gros dans les travaux scientifiques et aussi dans le débat politique que, bon, disons, vers le début des années 90. Alors depuis, elle a eu un grand succès. Alors on prête à la mixité sociale de nombreuses vertus. Bon, d'abord, la mixité sociale serait un moyen de lutter contre la ségrégation, contre le développement de ghettos. Elle éviterait donc la manifestation d'effets de quartier négatifs. Alors, effets de quartier négatifs qui seraient liés donc à la concentration de populations pauvres dans certains territoires. La mixité sociale donc offrirait aux individus, aux ménages en difficulté, donc la possibilité de cohabiter avec des individus et des ménages appartenant à des groupes mieux intégrés, et du coup qui seraient susceptibles donc de favoriser leur propre processus d'intégration. Et enfin, donc la mixité sociale permettrait d'assurer à tous donc un accès égal donc aux ressources de la ville. Donc finalement, mixité sociale et lutte contre la ségrégation, contre l'exclusion, donc sont aujourd'hui des notions qui sont fondamentalement liées dans les représentations sociales, mais aussi dans les objectifs, les discours politiques. Mais au fil de ces discours, bon, on est obligé de se rendre compte que la mixité sociale reste une notion tout à fait floue. En général, elle n'est pas définie avec beaucoup de précision par les acteurs qui l'utilisent, par les personnels politiques. Et on ne sait pas vraiment si elle désigne donc le mélange alors de différentes catégories sociales, de différents niveaux de revenus, de différentes classes d'âge ou d'origines donc différentes. Alors bien sûr, la question de l'immigration, de l'origine ethnique est très présente en filigrane lorsqu'on aborde la question de la mixité sociale, mais elle reste souvent donc dans l'ordre de l'implicite, elle n'est pas donc directement abordée. Alors même si elle est floue, cette notion de mixité sociale, que ce soit comme objectif politique ou comme référentiel d'action publique, est très consensuelle. Alors c'est un consensus qui s'appuie sur le mythe finalement d'une société équilibrée, donc qui mélangerait de manière harmonieuse les classes sociales, les groupes ethniques, les générations. C'est une notion qui n'est pas propre à la France, elle est mobilisée, poursuivie donc dans de nombreux pays, alors en Europe, en Amérique du Nord, et donc les présentations de Fabien et de Magdalena nous montreront donc la manière dont elle est mobilisée donc dans d'autres contextes. Alors, cette notion de mixité sociale, même si elle est consensuelle, elle a fait l'objet donc de nombreuses critiques, alors cette fois-ci plutôt dans le monde académique. Alors, tout d'abord, premier volet de critique, elle est difficile à mettre en œuvre. Alors, pourquoi? Parce qu'elle s'oppose de fait aux stratégies résidentielles des ménages. Alors, bon, on a parlé tout à l'heure donc de mélange social dans le périurbain. Et bon, il se trouve que les ménages les plus favorisés, ceux qui ont le choix, généralement sont plutôt à la recherche de l'entre-soi, comme le disait Anne Lambert, que à la recherche de la mixité sociale. Alors, un autre volet de la critique, c'était évoqué par Yankel Fijalkov tout à l'heure, ce que les travaux sociologiques ont montré de longue date, c'est que la cohabitation finalement de ménages d'origine sociale différente ne crée pas nécessairement donc du rapprochement et du lien social, et ça peut au contraire donc créer des conflits, exacerber des tensions. Alors il y a d'autres travaux qui montrent, alors c'est un autre volet de critique, que le regroupement des populations pauvres, donc des classes populaires, n'est pas nécessairement donc générateur donc d'effets négatifs, mais que ça peut au contraire donc favoriser leur intégration sociale. Bon, malgré ces critiques, la mixité sociale reste un objectif central des politiques de l'habitat. Alors rapidement, comment elle est mise en œuvre? Donc il y a en gros 2 axes politiques, si on essaye de synthétiser, qui ont été mis en place donc de manière complémentaire. Donc premier axe, installer de nouvelles couches sociales donc plus favorisées dans les quartiers populaires, donc faire venir des classes sociales favorisées dans les quartiers populaires. Alors ça, c'est ce qui se fait dans le cadre des politiques de rénovation urbaine, où on démolit donc des immeubles de logement social
et on les remplace donc par des programmes de logement destinés à des populations plus favorisées. Un autre axe donc complémentaire vise alors cette fois-ci à déconcentrer, donc disperser donc les ménages pauvres dans l'espace urbain. Alors là, c'est encore ce qui est fait dans le cadre de la politique de rénovation urbaine, donc par la construction donc d'immeubles de logement social en dehors des quartiers de rénovation urbaine et le relogement donc des ménages habitant dans les immeubles démolis donc dans ces nouveaux logements. Alors bon, c'est censé donc permettre donc une dispersion des ménages pauvres. Bon, la réalité est un peu différente, mais bon, c'est pas le sujet ici. Et cette politique de dispersion des ménages pauvres donc est surtout mise en œuvre en France, donc à travers l'imposition donc de quotas de logements sociaux dans toutes les communes à partir d'une certaine taille. Donc là, on en vient donc à ce dont nous parlera Fabien tout à l'heure. Alors, c'est la loi SRU de 2000 qui a imposé donc ce quota de 20% de logements sociaux. Donc, Fabien en reparlera. C'est une obligation qui a été renforcée donc en 2013 par la loi Duflot. Alors, en deux mots, quel est le bilan finalement de ces dispositifs politiques? Bon, en gros, ce qu'on peut dire très rapidement, c'est que le niveau de production du logement social depuis la loi SRU donc, a été légèrement en hausse dans les communes concernées. On peut noter qu'une part importante donc, de ces communes qui étaient concernées par l'obligation donc, de 20% ont réalisé leurs objectifs, du moins partiellement. Mais d'un autre côté, bon, ce qu'on est obligé de constater, c'est que le taux global de logement social donc, dans les communes concernées n'a augmenté que très légèrement. Donc d'après un dernier bilan ministériel, ça a augmenté, alors pour vous donner les chiffres, de 10,4% à 11,1%, donc c'est une augmentation, mais qui reste quand même très mesurée. Alors, bon, sachant que les communes qui avaient le taux de logement social le plus bas, enfin celles qui étaient donc dans vraiment les mauvais élèves, si on peut dire, de la distribution, ont très peu progressé. Et de nombreuses communes sont certes parvenues donc à atteindre leur objectif, mais en construisant du logement intermédiaire, donc la catégorie de logement social, donc, dont les plafonds de ressources finalement sont les plus élevés et qui sont alors certes du logement social, mais du logement social haut de gamme. Alors par rapport à ce bilan très global, donc on va en venir donc aux présentations d'aujourd'hui. Alors les travaux de Fabien Desage donc entrent dans une analyse qualitative beaucoup plus approfondie donc des mécanismes d'application donc de la loi SRU au niveau local. Alors il a travaillé sur l'île et l'Antre, il a montré dans ces deux contextes que les communes récalcitrantes donc au logement social avaient tendance finalement à se plier peu à peu donc au quota, alors notamment grâce aux dynamiques de l'intercommunalité qui créent finalement une certaine émulation entre les communes. Alors ça a certes eu un impact assez positif donc sur la production de logement social, mais les effets en termes de mixité sociale, et c'est ce que nous montre Fabien, sont largement amortis par les politiques de peuplement, par les politiques d'attribution des logements sociaux, qui, elles, ne sont pas gérées à l'échelle intercommunale, mais restent donc gérées au niveau communal. Alors aujourd'hui, il a étendu donc sa comparaison au Québec à la suite d'un séjour donc de longue durée dans la belle province. Et bon, c'est évidemment particulièrement riche, puisque là, on est dans un contexte où le logement social donc n'a pas une place prépondérante, c'est le moins qu'on puisse dire, et où d'autres formes de production de logements, alors qui ne sont pas du logement social, mais du logement abordable, il va nous expliquer ce que c'est, donc existent, et il nous dira donc, bon là, je laisse le suspense ouvert, si ce contexte est plus favorable donc à la mise en œuvre de la mixité. Alors Magdalena apporte une autre approche comparative, alors qui est très riche également, puisqu'elle analyse donc les effets des politiques de l'habitat sur l'évolution donc de la ségrégation socio-spatiale dans deux contextes très différents, Paris et Varsovie. Donc, elle a mené un travail quantitatif très fin sur deux quartiers donc, de ces deux villes, et elle regarde donc, comment la répartition des groupes sociaux donc, a évolué sur une vingtaine d'années dans les deux quartiers. Alors, à Paris, ça lui permet donc, de mesurer, là encore, l'impact de ces politiques de mixité sociale dont on a parlé. À Varsovie, alors là, c'est des politiques très différentes qui sont mises en œuvre, où là, on est plutôt dans une intervention croissante des promoteurs privés, et elle analyse donc les effets donc, de cette diversification des acteurs, si on peut dire. Et c'est une analyse donc croisée qui donne des résultats tout à fait passionnants. Donc voilà, je vous laisse la parole. Alors je ne sais pas dans quel ordre. C'est toi, Fabien, qui commence. Je commence.